Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a mille et une façons de raconter son enfance. Elle le fait en musique avec un album intitulé Impression d'enfance. L'invité du Grand Oral est la violoniste Sarah Nemtanou. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actualité anniversaire et programmes d'histoire aujourd'hui, puisque c'est un 5 avril que le Panthéon devint sépulture des grands de ce monde. C'était en 1791. Emma vous dira tout. Emma toujours, pour l'heure de la récré, elle va vous parler d'une étude sur la voix VOIX des professeurs. Elle serait un véritable atout pour la motivation des élèves. Et puis en fin d'émission, cours particulier, Marie-Olivier voyage dans le temps avec ce portrait d'un grand pédagogue français, Roger Cousinet. Il est né en même temps que les fameuses lois Ferry sur l'instruction publique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. On aime bien vous parler de musique classique dans la quotidienne. J'avoue, c'est en partie parce que j'aime ça, mais c'est surtout parce que l'apprentissage et la pratique de la musique racontent des histoires qui sont instructives dans l'absolu, même si on n'est pas musicien et même d'ailleurs si on n'aime pas spécialement la musique classique. Et on va vous le prouver aujourd'hui, de nouveau avec une musicienne et une personne formidable que je suis ravi d'accueillir, la violoniste Sarah Nemtanou. Sarah, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un nouveau disque. Alors je ne sais même plus s'il faut dire disque aujourd'hui parce qu'on écoute tout ça en ligne. Enfin bref, un nouvel ensemble d'œuvres intitulé Impression d'enfance. Ça vient de sortir, c'est chez Alpha Classique, une série de duos avec le pianiste Romain Descharmes. La première histoire que j'aimerais qu'on partage ensemble, c'est une histoire d'exil, puisque ces impressions d'enfance, elles s'ouvrent sur des œuvres du compositeur roumain George Enescu, la Roumanie que vos parents ont fui en 1979. Oui, c'est ça exactement. C'est vrai que c'est un peu un retour aux racines, bien que ce soit notre deuxième disque, un peu autour de ce compositeur avec Romain Descharmes. Mais c'est vrai qu'à mi-parcours, je dirais qu'en général... on vit 80 ans, j'ai la moitié de cet âge et Romain aussi également. On a eu envie, c'est vrai, étant parents aussi entre-temps, entre le premier et le deuxième disque, de raconter un peu mieux nos racines, d'où on vient, parce qu'il y a un effet miroir un peu avec la parentalité aussi. Donc on s'est retrouvés sur ça et c'est vrai que cette œuvre, qui est le centre de ce disque, les impressions d'enfance de George Enescu, nous a énormément parlé et inspiré pour construire ensuite en étoile le reste du disque. Vous-même, vous êtes né en France, mais le lien avec la Roumanie, il est très fort. Jusqu'à l'âge de 12 ans, si j'ai bien compris, vous parlez essentiellement roumain à la maison. Oui, c'est vrai, c'est ça, jusqu'à ce que j'aille à l'école. Ouais. C'est vrai qu'à la maison, je suis l'aînée, donc de 3 enfants, et mes parents parlaient roumain, et ils venaient d'arriver en France à peine un an avant que je sois née. Donc c'est vrai que j'ai baigné dans cette langue. Mes grands-parents paternels et maternels ne parlaient eux pas du tout la langue française, donc j'ai dû parler le roumain. J'avoue que je le parle moins bien aujourd'hui, je le comprends très très bien, je me débrouille, mais c'est vrai que quand on connaît une langue, jouer la musique qui vient d'un compositeur roumain, pour moi, ça me parle. Effectivement, ça me permet d'aller plus loin dans son langage. Et dans l'intrication des liens, il y a évidemment le fait que vos parents sont musiciens. C'est d'ailleurs grâce à la musique qu'ils parviennent à s'intégrer assez rapidement en France, après avoir un détour par Israël. Ils font partie. C'est un peu l'histoire que raconte Sonia De Villers dans le livre qu'elle a sorti à la rentrée dernière, d'ailleurs, de ces juifs roumains qui, parce qu'il y avait un antisémitisme d'État de la part de Ceausescu, ont à la fois dû et pu fuir à un moment donné. Oui, absolument. Mais c'est vrai que à la même époque, se créaient des ponts culturels entre la France et la Roumanie parce que Landowski, à l'époque, qui travaillait à la culture, Marcel Landowski, voilà, a voulu créer des orchestres plus nombreux, c'est-à-dire des orchestres de région, des orchestres nationaux de région. Et donc, ça manquait un petit peu de main-d'œuvre, si je puis dire. Et donc, il créait donc des facilités aussi et des appels d'offres pour les musiciens roumains qui étaient un pays francophone. Oui, absolument. La Roumanie étant un pays francophone, ouais. Mes parents ont appris en première langue le français. Donc c'est vrai qu'il y a eu un concours. Mon père a eu ce concours de premier violon solo à l'orchestre de Bordeaux. C'était un hasard. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'ils avaient fui la Roumanie à cause effectivement de l'antisémitisme. Et vous, toute petite, vous vous dites, je vais faire comme papa. Quand on baigne dans la musique, le violon et le chant, parce que ma mère était chanteuse, bon, elle n'est plus de ce monde depuis 25 ans, mais c'est vrai que quand on baigne là-dedans, le chant, on dit que le violon, c'est une voix. On va parler tout à l'heure, il y a une chronique, je crois, sur la voix des professeurs. Ouais. Je crois que c'est très, très important. L'intonation, ça se travaille, et les politiques travaillent énormément là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, quand je joue, j'essaye vraiment de mettre des mots
même s'il n'y a pas vraiment de texte. Ça raconte des histoires, hein, mais c'est très spectaculaire quand on écoute ce disque. Même rêve que votre sœur, quand même, on va dire un mot, Déborah. Ah, Déborah, parce que vous avez des vies à la fois parallèles, oui. Réunies par moments, ouais. Mais en même temps, chacune avec sa personnalité. Mais c'est aussi une très grande violoniste. Vous avez très bien capté les subtilités de notre relation. C'est vrai qu'on a tenu, avant de faire notre premier disque, toutes les deux, il y a 10 ans seulement. C'était des duos de Bartók, hein, c'est ça? Non, c'était pas le premier. C'était le deuxième, le Bartók. Vous n'êtes pas loin. Okay. Ouais, presque. Vous n'êtes pas loin. Et donc, oui, c'était le concerto de Bach qu'on joue depuis qu'on a 5 ans. Ouais, et puis, c'est vrai qu'on a un duo officiellement. On est représenté par une agence en Belgique. On tourne toutes les deux. Et... Les Nemtanou Sisters. Ouais, c'est vrai, c'est facile pour nous de jouer en concert toutes les deux. On a grandi, on n'a que 2 ans d'écart. Donc, d'avoir grandi dans cet univers de chants, de mélodies. Et mon père... Voilà, la Roumanie, c'est quand même un pays qui est au carrefour, vraiment dans un carrefour de l'Europe, entre la Turquie, l'Orient. C'est vrai qu'il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a tout ça, pas loin, les Slaves. Et c'est un pays latin en même temps. Voilà, c'est vraiment un pays latin, le seul pays latin. Donc c'est un pays très adaptable, très souple, en mouvement permanent, qui s'adapte. Sous son archet charmeur, les morceaux de virtuosité signés Enesco, Isaïe ou Rotan ne passent jamais pour des numéros d'estrade et les sonates semblent guidées par une approche instinctive assez rare en la matière. Fin de citation. Elle est du critique Pierre Gervasoni, c'est dans Le Monde à propos du dernier disque de Sarah Nemtanou et Romain Descharmes. On la retrouve, Sarah Nemtanou, juste après l'Anti-Sèche chez Magessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je le dis parce que ceux qui nous regardent le savent, mais vous avez une voix merveilleuse autour de cette table. Dès que je peux faire chanter Emma, oui. Au sens propre du terme, pas au sens figuré, j'en profite. C'est donc un 5 avril 1791 que Mirabeau inaugure le Panthéon parisien. C'est la première personnalité à être inhumée dans cet édifice qui vient alors d'être converti en nécropole nationale. Et vous avez décidé de nous raconter l'histoire de ce lieu emblématique. Oui, lieu emblématique de la mémoire nationale, laïque, même s'il ne l'a pas toujours été, puisque le Panthéon, à l'origine, c'est avant tout une église, l'église Sainte-Geneviève, patronne de Paris, perchée sur la montagne qui porte le même nom dans le quartier latin de la capitale. Alors sa construction a été décidée au XVIIIe siècle, c'est une commande du roi Louis XV et les travaux sont confiés à l'architecte Jacques Soufflot. Et d'ailleurs la grande rue qui relie le Panthéon au jardin de Luxembourg, bien sûr, s'appelle la rue Soufflot. Un édifice qui ressemble au Panthéon romain. Et c'est normal parce que on retrouve notamment la même façade, c'est une volonté architecturale. Et puis quand il est construit, l'édifice est très impressionnant avec ses 83 mètres de haut. Il s'agit du point le plus haut de Paris. Et tant qu'on parle du Panthéon romain, parlons de sa fonction. À l'origine, c'était un temple dédié aux divinités antiques. Et depuis, il sert de tombeau. Par exemple, le peintre Raphaël y est notamment inhumé. Mais contrairement à notre Panthéon parisien qui est laïque, celui de Rome est aujourd'hui une église. Mais c'est pas tout à fait un hasard non plus si le Panthéon parisien est un lieu de mémoire où sont inhumés les femmes et les hommes les plus illustres de France. Alors Emma, si vous nous dites que c'est une église, y compris à Paris, à l'origine, à quel moment le Panthéon devient ce Panthéon laïque que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien, sous la Révolution française, en 1791, on décide que ce lieu sera donc un lieu de mémoire où seront inhumés les femmes et les hommes les plus illustres de France, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà ce qui est inscrit sur la façade du Panthéon. Alors, vous parliez de Mirabeau, c'est effectivement le premier homme à faire son entrée au Panthéon, mais ce qui est assez cocasse, c'est que c'est aussi le premier à en être sorti, parce qu'en fait, il était considéré comme un héros pendant la Révolution, et voilà qu'on lui découvre une correspondance avec le roi, et donc il y a un double jeu. Patatras. Il est donc sorti du Panthéon, et en fait, la première personnalité à faire vraiment son entrée au Panthéon et à y rester, c'est Voltaire. Voilà, mais là encore, le Panthéon a changé plusieurs fois de statut. Oui, 7 fois au total, tantôt une église, tantôt laïque. Il faut attendre en fait 1885 pour que le Panthéon devienne vraiment laïque définitivement. C'est la mort de Victor Hugo. Exactement, les funérailles de Victor Hugo. Aussi, avant cette période, on rendait plutôt hommage aux militaires, aujourd'hui assez peu connus. Et c'est à partir de Victor Hugo, donc de la Troisième République, que le Panthéon honore des hommes politiques comme Sadi Carnot, Jean Jaurès, Gambetta. Il y a des écrivains aussi, Malraux, Zola, ou encore des scientifiques comme Marie Curie, qui est la première femme à faire son entrée au Panthéon en tant que personnalité, et pas femme d'eux. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça manque de femmes. Voilà. Tout ça. Qui choisit d'ailleurs une personnalité pour entrer au Panthéon? Depuis la Ve République, c'est donc le président. Et donc, sous Emmanuel Macron, 4 personnalités ont fait leur entrée au Panthéon. Simone Veil et son mari, Antoine Veil, en 2018. L'écrivain Maurice Genevoix en 2020. Et enfin, Joséphine Baker, dont on vous avait déjà parlé, en 2021. Et donc, il y a 81 personnalités. Et combien de femmes?
6 femmes. Allez, fermez le banc. Il y a du travail, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral, Sarah Nemtanou. Il est un débat absolument inépuisable en matière d'éducation et on s'en fait régulièrement l'écho ici. C'est celui qui oppose d'un côté les tenants de l'apprentissage par la répétition, le par cœur, l'acquisition des règles, et puis de l'autre celui des tenants de l'apprentissage par le plaisir et par le désir. En musique, et c'est ce que j'aime, la frontière est extrêmement floue et beaucoup plus poreuse. Sarah, vous avez d'abord fréquenté une école de musique qui, je crois, alors vous n'y alliez pas tous les jours, mais qui enseignait à la façon soviétique. C'était l'école de Robert Papavrami. Absolument. Alors c'était quoi ? C'était un apprentissage c'était très technique, c'est-à-dire que bon, on répète tous les matins. Bon, j'y allais une fois par semaine ouais. parce que bon bref. Et donc tous les matins, on avait des cours collectifs, si vous voulez, on faisait de la technique ensemble. Ça, on pouvait intégrer l'école à partir de 6 ans. Et puis on était une dizaine d'élèves et puis on commençait les gammes, les cordes, ce qu'on appelle les sons filés, l'archer très lent. On faisait de la technique de main gauche, de la technique d'archer de main droite aussi. Donc pour le dire vite, on essayait à la fois d'avoir un son le plus net, le plus pur possible et que la note soit la bonne note. Voilà, et puis ensuite on travaillait chacun dans notre studio. On avait un petit minuteur où il fallait qu'on fasse minimum 1 heure par exercice ou ce genre de choses. Oui, c'était du sport en fait. C'est de l'entraînement. Enfin, de l'entraînement physique, quoi. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui donne l'énergie, le courage de faire ça, si ce n'est la promesse qu'au bout, il y a de la musique? Alors, je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui on pose cette question. Oui, mais c'est à vous que je la pose. Non, mais je sais, parce que justement, la réponse, c'est que j'ai toujours su que j'allais faire de la musique. Je me suis toujours posé comme question... qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de musique? Et quand on me demandait à l'école en primaire, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je disais toujours violoniste, mais si je n'avais pas été violoniste, j'aurais fait ceci ou cela. Bon, je réfléchis toujours encore aujourd'hui. Donc vous ne posez pas de questions? Je ne me posais pas de questions, mais en tout cas... Sur cet apprentissage qui est extrêmement aride et ingrat pour un tas de gens. Je n'aimais pas ça. Oui, c'est ça, voilà. Non, je n'aimais pas ça. Je le vivais pas forcément très bien, mais j'ai eu la chance quand même de baigner dans un environnement avec des parents quand même plutôt objectifs, plutôt... sain, équilibré, donc ça a bien fonctionné avec mon père surtout. Je lui décerne la palme du pédagogue. Vraiment. Alors justement, pédagogue, vous l'êtes aujourd'hui. Oui, depuis... Et je crois que ça occupe une place importante. D'ailleurs, peut-être pas dans vos journées, parce que vous faites plein de choses. Je ne l'ai pas dit, vous êtes premier violon solo de l'Orchestre national de France, mais ça, on y reviendra. Mais je crois que ça occupe une place importante dans votre cœur. C'est quelque chose à quoi vous êtes... mais je viens d'être nommée professeur au Conservatoire de Paris. De Paris, absolument. J'ai une classe de violon, donc de 6 heures, donc ce qu'on appelle une demi-classe. Et c'est vrai que là, je suis confrontée à la marche juste avant d'être lâchée dans pleine nature, dans la nature de la jungle de la musique, et c'est vraiment une sacrée responsabilité, mais c'est vrai que on a ça ou on n'a pas ça dans le sang, je pense. Si on d'enseigner. Ouais, enseigner. Je pense que aimer transmettre, c'est tout d'abord accepter qui on est, parce que personne n'est parfait et nos propres défauts, il faut les accepter pour pouvoir aider l'autre. Vous avez des défauts, vous? Oh mais évidemment. Non mais de violoniste, j'entends. Oui, je parle pas de femme, j'en sais rien, mais violoniste, vous avez déjà entendu. Bien sûr, je suis très lucide et très objective sur mon niveau. D'accord. Je sais quelles sont mes... Et je demande toujours en masterclass, quand je fais des masterclass... Dans les masterclass, c'est des cours de très haut niveau, public souvent d'ailleurs. Oui, pas forcément de très haut niveau, mais ça me plaît depuis 10-15 ans, quand je vais par exemple en province, dans n'importe quelle ville, je propose une masterclass dans un conservatoire. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup faire, c'est... La personne joue, je laisse jouer 3-4 minutes en début de cours, et c'est public, et je lui demande, alors... qu'as-tu pensé déjà de ce que tu as fait à l'instant? Est-ce que tu étais à ton niveau? Est-ce que tu penses? Je demande une jauge entre 0 et 10. Et ensuite, je dis, alors, sur quoi travailles-tu en ce moment? Et quelles sont, à ton avis, tes qualités et tes moins bonnes qualités? Oui, il faut être un peu bienveillant. Il faut dire, où est-ce que tu es bon? Où est-ce que tu es nul? C'est trop facile. Mais donc, du coup, cette personne répond en général, et je vous promets à 80%, le contraire. De ce que vous avez entendu. De ce que j'ai entendu. C'est dingue, ça. C'est incroyable comme on a peu d'objectivité sur soi. Donc ce qui est important déjà, quand je pense être assez lucide, sur moi-même, techniquement, musicalement, je sais ce que j'ai encore à apprendre et je suis surprise. On est en mouvement permanent et la pédagogie, c'est un peu ça, c'est de s'adapter à chaque personnalité parce que chaque musicien a son équilibre. Et de l'amener, ce qui est intéressant et ce qui vaut pour plein de formes d'apprentissage dans l'existence, à être un miroir pas trop déformant de soi-même. Absolument.
ou à se regarder de manière pas trop déformante dans le miroir. Voilà, mon but, et pour terminer là-dessus, mon but, c'est de faire en sorte que la personne en face se connaisse. C'est une école de vie. Mais Encore oui, plus qu'une école de musique. Oui, il y a une particularité du violon aussi par rapport à d'autres instruments et par rapport à d'autres formes d'apprentissage, c'est que, alors à part une partie restreinte du répertoire et qui par ailleurs est très virtuose, on apprend pour jouer avec d'autres. Donc c'est aussi un apprentissage de l'écoute. Absolument. Le violon, c'est pas un instrument où on peut s'épanouir pleinement comme un guitariste, un pianiste, un accordéoniste. C'est à la fois un instrument où on peut être soliste et on peut vraiment se la péter et croire qu'on est vraiment important alors qu'on n'est rien. Enfin, quand même. Non, mais c'est cet équilibre à trouver. On peut être... OK, il y a 15 à 20 concertos extraordinaires, mais et alors il y a 50 quatuors, il y a... Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut accepter et puis même quand le on a 18 concerto, ans. on n'est pas totalement tout seul non plus. Voilà, pas plus mal si ça se passe bien avec l'orchestre derrière. Absolument. Sarah Nemtanou, elle sait absolument tout faire avec son violon en solo, en musique de chambre, en orchestre. Elle sait surtout nous émouvoir comme dans son dernier disque. On va écouter un extrait dans quelques instants. Impression d'enfance, c'est avec le pianiste Romain Descharmes. Ce sera juste après la récré. Emma Guessel. Emma, à l'heure de la récré aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude d'une chercheuse en psychologie britannique sur la voix des professeurs, la voix VOIX. VOIX, oui, je vais vous donner une bonne excuse à tous les jeunes qui nous regardent et qui sont soit mauvais en maths, soit en philo, encore en physique. C'est peut-être pas de votre faute, mais celle de votre professeur. Voilà, on est à fond. Mais voilà, moi aussi j'ai vu ça, je me dis c'est sûr, c'est ça. Donc, puisque selon une étude menée par cette chercheuse, donc la voix et le ton des profs influencent la motivation des élèves. Vous nous en dites un peu plus sur cette étude? Mais oui, en fait, ça a été une expérience. Donc, 250 élèves de 10 à 16 ans qui ont écouté la même leçon, mais avec des tons de voix différents. Et le résultat montre que si la voix est criarde ou autoritaire, l'élève écoute moins bien et donc retient moins bien. Donc, il faudrait, pour favoriser l'écoute et l'apprentissage, avoir une voix calme, mais ferme. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne choisit pas sa voix, mais en revanche, on peut la travailler. Et pour cette chronique, j'ai demandé j'ai beaucoup d'amis profs s'ils avaient travaillé leur voix justement avant de devenir professeur, et beaucoup me disaient carrément qu'ils changeaient leur voix quand ils étaient face à des élèves, et qu'être devant une salle de classe, c'est un peu comme jouer un rôle au théâtre. Il faut pouvoir rendre ça un chouille théâtral pour capter l'attention des élèves. Pas simple, mais ça change tout. On pense tous à un prof qui avait une voix particulière, tant positive qu'en négative. Donc big up à ma prof de philo qui parlait comme ça, et qu'on écoutait autant pour le contenu que pour la manière dont elle parlait. Merci beaucoup, chère Mais je Emma. vous en prie. Mais merci, nous retrouvons Emmanuel. Sarah Nemtanou. Allez, grand oral. Si vous avez vu le film Le Concert de Radu Mihailianu, vous avez vu l'actrice Mélanie Laurent interpréter un concerto pour violon suite Tchaïkovski, absolument mémorable, mais celui que vous avez entendu dans vos oreilles, eh bien, il était joué par Sarah Nemtanou, qui avait aussi d'ailleurs appris le violon en quelques mois à Mélanie Laurent. Elle est l'invitée du Grand Oral pour son dernier album. Allez, on en parle depuis le début, un petit extrait.
Extrait de cet album, je dis album, je ne sais plus comment on dit maintenant. Oui, ce nouvel album, ça fait plus pop. On est d'accord, hein, pop. On va en vendre un peu plus. plus. C'est un super album, c'est impressionnant force. À 21 ans, ça je ne l'ai pas dit, enfin je l'ai dit, mais très rapidement, vous êtes devenue une des plus jeunes violons solo d'un grand orchestre, peut-être même la plus jeune, qui est l'Orchestre National de France. Vous êtes toujours d'ailleurs premier violon solo du National. Un tout petit sur ce rôle de premier violon, c'est un peu... Les Allemands, ils disent Concertmeister, qui veut bien dire ce que ça veut dire, maître de concert. C'est un peu l'intermédiaire entre le chef et l'orchestre. Je vais vous dire tout de suite en un mot, je suis le maire adjoint de l'orchestre. On se prend tous les boulets et puis en fait le maire, c'est le chef d'orchestre, il fait son truc, ça répète, il va dans sa loge. Non, je plaisante. Pas totalement. Non, mais les maires changent, mais le maire adjoint il est toujours là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il connaît bien la maison et c'est un travail vraiment de diplomatie. C'est très ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre la diplomatie et l'artistique et le rôle artistique. Et à la fois, comme on est hiérarchiquement le poste le plus important, c'est vrai qu'on est une des premières personnes vers qui on se tourne pour parler d'un problème. Et évidemment, je suis toujours à l'écoute. Hein, après, que je peux régler le problème, mais je suis toujours là. Et puis j'aime faire ça. J'ai une âme de mère poule aussi. J'aime écouter les gens vraiment. Il y a un apprentissage qui fait défaut à l'école, qui est celui du collectif. On est quasiment toujours évalué individuellement. On dit que dans un orchestre, un musicien ne peut jamais avoir seul contre tous, en fait. On est obligé de construire un consensus. Mais en fait, je ne sais pas par quelle magie se forment les ambiances des orchestres, mais en tout cas, ce que je peux dire de l'Orchestre National, et j'en ai fréquenté d'autres en tant qu'invité, il y a un vrai esprit de famille et une solidarité quand quelqu'un, même si on n'est pas forcément d'accord, il y a quelque chose qui se fait, qui prend et qui fait qu'on va de son côté quand la personne souffre ou qu'elle va pas bien. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça s'apprend de son côté. Parce que ça s'apprend par la pratique, parce que l'orchestre, on en fait jeune. Quand même, il y a collectif et collectif. Ouais, c'est ça. Quand un collectif fait de la musique, c'est-à-dire... Attendez, c'est quand même un art majeur. La musique classique, il y a collectif de pas d'artistes et collectif de faire une des plus belles choses au monde. Tous les jours, encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme chance. Je fais d'un instrument qui fait vibrer mon corps, qui fait résonner plein de choses dans mes os que je sens, et je joue des chefs-d'œuvre avec parfois des chefs, et souvent, qui m'apprennent encore des choses, avec qui j'apprends. Donc c'est vrai il y a plutôt, je peux vous promettre en tournée, une bonne ambiance. Gestion du stress. Je voudrais en dire un tout petit mot. C'est pas évident. Surtout quand, à 21 ans, on donne son premier concert comme violon solo, et que clac, la corde de mi explose, c'est ça ? C'est vrai, mais il y avait mon père dans la salle, et quand mon père est dans la salle... J'adore, il devait y avoir 2000 personnes dans la salle, mais papa était là. Mon père était là, et donc j'étais quand même rassurée. Alors, il y a une part d'inconscience quand on est très jeune, quand on gère le stress, il y a une part d'inconscience, mais ça a toujours été mon rêve d'être violon solo. J'étais tellement heureuse d'être là que, ça allait, je pouvais le gérer. Mais j'avais pas de corps de mi de rechange. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je voyais Kurt Masur me dire de rester calme. Grand chef. Et à la fois, un collègue roumain qui s'appelle Constantin Bobesco, qui est à la retraite aujourd'hui, qui m'a tendu une corde comme ça. Et j'ai dû changer ma corde. Et ça, c'était la chose la plus dure que j'ai dû faire en public. C'était changer et encore heureux que c'était un lit, ça tient vite et bien. Avant un solo. Un solo. Ah oui. Mais oui, c'était dans la sérénade de Bartók. Sérénade de Bartók pour cordes, juste avant le final, où il y a un solo, une ligne après le début du final. Et ça s'est bien passé. Ça m'a, Et ça vous a fait avoir un jeu de cordes dans la poche. Oui, ça pouvait pas mieux vous l'apprendre. Moins bien se passer, donc du coup après c'était bon pour le reste. J'ai une dernière question un peu sur la philosophie de la vie. Vous aimez en parler de l'orchestre, de ce que c'est. Il y a le côté être un maillon aussi, et comme on est le maillon d'un collectif en tant que citoyen d'un pays ou de citoyen du monde. Absolument. C'est ça l'idée. Mais je trouve que c'est valable pour nous aussi dans la vie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un métier quand on est musicien ou quand on fait un métier passion. Voilà, quand on fait un métier passion, j'élargis un petit peu. On ne cloisonne pas le moment professionnel et le moment de la vie. C'est-à-dire que la vie est un tout, qu'elle soit dans le privé ou même quand je lis un article ou quand je lis un livre, tout est... Quand je vais au travail, c'est la même vie pour moi. Il n'y a pas de cloison. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression, moi-même, en tant qu'être humain, de faire partie d'un chaînon et que tous les gens que je rencontre, c'est pas forcément un hasard et qu'il y a du sens. Et il y a une humanité. Ça donne du sens. Et en tout cas, il y a beaucoup d'humanité, de chaleur, de
générosité dans votre jeu. Vous m'expliquerez vos défauts après. J'ai compris qu'on allait le faire hors antenne parce que moi, j'ai rien entendu. On voyage dans quelques secondes dans l'histoire pour le cours particulier de Marie-Olivier, non sans avoir remercié Emma, qui était entendu l'Orchestre National de France l'autre soir à l'auditorium. C'était extraordinaire. Ouais. Vous voyez, on n'y est pour rien. Jugement utilisateur. Cours particulier. Voyage aujourd'hui dans l'histoire avec notre cours particulier Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On part à la rencontre d'un grand pédagogue français, Roger Cousinet. Pas forcément le plus connu, mais grande influence. Exactement, c'est l'un des pionniers de l'éducation nouvelle. On en parle souvent dans cette chronique. Cousinet naît en 1880 dans une famille bourgeoise. Cultivé et artiste, et il passe son bac à 17 ans, puis prépare l'école normale supérieure pendant 3 ans. Et pourtant, il ne rentre pas à Normal Sup, il préfère aller à la Sorbonne. C'est ça, il ne passe pas le concours et s'oriente vers une licence de lettres. En parallèle, il passe le brevet élémentaire aussi pour devenir enseignant en école primaire. Il est donc instituteur quelques années et ça lui permet d'observer avec attention le comportement des enfants. Et dans le même temps, il se lance dans une thèse sous la direction de l'inventeur de la sociologie, Durkheim. Exactement, mais avant ça, il collabore aussi avec Alfred Binet. C'est l'inventeur des tests, du QI notamment. Exactement, ces textes qui sont très connus et encore utilisés aujourd'hui. Et donc, vous avez raison, Cousinet se passionne aussi pour la vie sociale des enfants, sujet sur lequel il fait son doctorat avec Émile Durkheim dans les années 1910. Tout en décidant de devenir inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Montangrade. Exactement, il passe le concours et devient inspecteur primaire en 1910. Et dans le cadre de ses fonctions, Cousinet supervise une centaine d'écoles publiques primaires dans l'Aude, puis les Ardennes et la Seine-et-Oise. Il continue à observer les enfants parce qu'il a cette véritable passion. C'est un des pionniers de l'éducation nouvelle, vous l'avez dit. Oui. Sauf qu'entre-temps, la guerre arrive. Entre-temps, il est mobilisé effectivement pendant la Première Guerre mondiale, mais dans les années 20, il instaure la méthode active dans les écoles qu'il inspecte. La méthode active, on le rappelle, ça a pour but de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Elle est aussi très utilisée par des pédagogues dont on a déjà parlé, tels que Montessori ou Freinet. Que Cousinet rencontre d'ailleurs lors du fameux congrès de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle de 1921. La fameuse Ligue dont on parle souvent, Cousinet y est très actif et rencontre des éducateurs du monde entier avec qui il échange sur les méthodes pédagogiques. Il publie d'ailleurs les travaux de Crowley, Ferrière ou Claparède, ou encore Montessori, dans la revue pédagogique dont il devient directeur en chef, l'éducateur moderne. Pour savoir qui sont tous ces gens-là, vous regardez les replays des chroniques de Marie, on a parlé quasiment de tous. Cousinet qui est hyper actif de l'engagement éducatif. Je crois qu'ils fondent aussi une association, non, dans les années 20. Exactement, l'association qui s'appelle la Nouvelle Éducation, dont il s'occupe jusqu'en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cette Deuxième Guerre mondiale, Cousinet a aussi l'occasion d'expérimenter ses propres principes, sa propre méthode. Une méthode qu'il met en avant, mais lui donc en instaure une. Exactement. Grâce à son travail de recherche sur la vie sociale des enfants, ses observations en tant qu'instituteur, en tant qu'inspecteur et ses échanges avec de grands psychologues et des pédagogues du monde entier, Cousinet est persuadé de 2 choses. La première, c'est que l'enfant doit aller vers son élan naturel d'apprentissage. Le maître n'est qu'un accompagnant. Et la seconde, c'est que l'enfant a une vie sociale qui lui permet d'apprendre en groupe. Donc c'est le socle de la méthode. C'est son socle, exactement. Dans les années 20, avec des instituteurs, il expérimente cette méthode, la méthode du travail libre par groupe. Donc l'enseignant fait confiance à l'enfant qui est naturellement tourné vers l'apprentissage, comme il l'est pour le jeu, par exemple. Et l'instituteur propose donc aux enfants de former, comme il le souhaite, de petits groupes pour travailler ensemble. Des petits groupes qui travaillent sur... Alors, qui travaillent sur des différentes activités qui sont proposées par le maître, entre des activités dites de création et d'autres dites de connaissance. Activité manuelle, activité intellectuelle, non? À peu près. Les activités de création englobent un peu plus que les activités manuelles. Il y a aussi le travail artistique ou le théâtre, par exemple. Et lors des temps de création, les élèves sont complètement libres, donc le maître n'intervient absolument pas. Et les activités intellectuelles? Alors là, elles sont classées en travail scientifique, travail historique et travail géographique. Le maître est un peu plus présent, il donne des règles du jeu, il vérifie l'orthographe, il donne des outils, il récolte des résumés ou des fiches, donc c'est un peu plus scolaire. Cette méthode, elle porte ses fruits, il évalue? Elle fonctionne bien puisque Cousinet l'a expérimenté dans une 40aine de classes. Et par exemple, il y a une école de filles qui a suivi ces méthodes pendant 7 ans à la suite avec leur institutrice. Cousinet note aussi que les enfants n'ont jamais été inactifs, qu'ils sont très curieux. Et fait avéré, les enfants qui étaient en âge de passer leur certificat d'études à l'époque ont largement été plus nombreux que la moyenne à recevoir le diplôme. D'un mot, Marie, qu'est-ce qui reste de Cousinet aujourd'hui? Aujourd'hui, il reste des livres qu'il a écrits pendant les années 40 et c'est toujours une référence, Cousinet, dans le mouvement d'éducation nouvelle en France aujourd'hui. Marie, merci beaucoup. Merci Sarah de nous avoir accompagnés. Merci pour ces impressions d'enfance. Il y a du Ionesco, du Debussy, de Isaïe, Ravel, Nino Rota. C'est avec Romain Descharmes, c'est votre nouvel album et surtout, on peut vous
vous entendre en live, en vrai. Ça va se passer les 12 et 13 avril à l'ambassade de Roumanie. C'est ce qu'on voyait dans le clip, c'est ça? Oui, c'est le lieu. Ouais, vraiment les lieux magnifique. d'enfance. Oui, absolument. Extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Donc rendez-vous 12-13 avril, ça c'est à Paris, à l'ambassade de Roumanie. Sur vos plateformes ou chez votre disquaire, vous achetez Impression d'enfance, qui est vraiment un disque absolument bouleversant. Merci aussi à toute l'équipe, à Marie évidemment, à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec et Dylan Colère pour la préparation de l'émission. Ils sont en régie également. Alexis Oustabasilis pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.